Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ce webinaire consacré au digital et à l'IA dans le monde de la franchise. Je suis ravi avec Mehdi de pouvoir vous présenter les résultats de cette première étude qu'on a préparée ensemble. C'était un travail de longue haleine quand même sur ces derniers mois, mais je pense que ça Ouais, en valait c'est vraiment la sûr. peine. Vous allez voir les résultats, il y a vraiment des choses super intéressantes. Et en plus, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous 2 enseignes pour témoigner de manière peut-être un peu plus concrète sur la thématique de la digitalisation des réseaux. On a Essentiel et Domicile avec Agathe et Julien et le 1745 avec Justine. Donc merci à vous tous aussi d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour échanger sur ces sujets. Et évidemment, quand on parle de digitalisation et IA, on est sur un sujet plutôt d'actualité. En tout cas, je peux vous dire qu'on a vu que ça suscitait pas mal d'intérêt. Vous êtes plus d'une soixantaine, presque 70 à vous être inscrits pour participer à la session d'aujourd'hui. Donc ça montre, je pense qu'on touche du doigt un sujet qui intéresse beaucoup. Et en même temps, c'est pas forcément une surprise. Bon, c'est typiquement le genre de sujet où je pense pour savoir où on en est, on a besoin de pouvoir se comparer avec d'autres réseaux, comprendre quels sont les usages réels, les tendances, enfin prendre du recul quoi, et avoir un peu une vue d'ensemble. Et c'est l'objectif de l'étude qu'on a préparée avec Mehdi. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer un moment pendant lequel on va évidemment vous restituer les résultats de l'étude, voilà, vous donner une synthèse des conclusions, mais aussi patiemment avec des franchiseurs qui vont partager leur retour d'expérience sur le sujet. Et ce qu'on aimerait avec Mehdi, c'est que vous repartiez en ayant appris des choses, vous ayez de nouveaux éléments de réflexion pour votre réseau et peut-être des actions concrètes pour la suite. Le déroulement, on va faire un petit tour de table rapidement, que chacun puisse se présenter et après on ira dans le cœur du sujet avec vraiment la restitution de l'étude. On vous mettra un petit peu à contribution, on va vous faire travailler un petit peu, on a quelques questions à vous poser. Et puis n'hésitez pas aussi vous à poser vos questions au fil de l'eau. Donc il y a un chat à droite, donc je vois qu'il y en a déjà qui ont dit bonjour. Bonjour à tous. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions au fil de l'eau. On va essayer d'y répondre au maximum d'entre elles au fur et à mesure. Bien, petit tour déjà, que tout le monde puisse se présenter. Peut-être Agathe. Alors, bonjour à tous, donc moi, je suis Agathe, je travaille chez Essentiel et Domicile depuis presque 3 ans en tant que chargée de communication. Julien. Bonjour à tous, Julien, donc moi je suis franchiseur Essentiel et Domicile. On est dans le domaine du service à la personne. Justine. Oui, bonjour à tous. Donc Justine, moi je m'occupe de la franchise le 1745 dans le milieu de la restauration traditionnelle et je suis dans cette entreprise depuis maintenant quasiment 5 ans. Merci Justine. Mehdi. Alors, je me présente aussi. Donc, moi, Mehdi, je suis un cofondateur de Legaleo, qui est une plateforme boostée à l'IA, on parlera certainement à un moment donné, qui est spécialisée dans la génération de contrats, de franchises, CRZ, DIP. Voilà, j'étais avant fondateur de l'agence Everflow Digital, dont vous avez certainement entendu parler, que j'ai revendu l'année dernière au groupe CDI Media. Et depuis aujourd'hui, eh bien, je travaille à fond sur ce projet qui est Legaleo. Encore une fois, on a peut-être l'occasion d'en parler pour ceux qui sont curieux, parce que, mine de rien, ça touche vraiment à l'IA, ça touche à des sujets aujourd'hui dont les réseaux en fait ne peuvent plus tourner le dos, et qui est justement la structuration de la brique juridique en utilisant l'IA, etc. Voilà. Je pense que je fais une présentation nécessaire. Merci. Alors, juste souci technique. C'est tout bon. Ouais. Laurent Leclerc, donc moi je suis cofondateur de Smappen, c'est l'application de géomarketing qui est la plus utilisée aujourd'hui par les franchiseurs en France pour leur développement principalement, mais également aussi pour piloter et accompagner la performance des franchisés. Bien, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans le vif du sujet. Mehdi, je te laisse la main pour la suite. Alors, effectivement, merci. Donc, au travers de ce webinaire, on va voir en 4 grandes thématiques. La première, c'est justement les priorités pour les réseaux et la réelle valeur du digital. Où est-ce qu'on en est? On vous expliquera, et c'est ce que l'enquête révèle aussi, c'est qu'on tourne à peine un chapitre qui est celui du digital, où on en entame déjà un autre, qui est celui de l'IA. Donc, il y a encore quand même des briques qui restent à consolider sur le digital dans beaucoup de réseaux.
Et tandis que à côté, on part déjà sur des briques l'IA, on commence à l'implémenter, etc. Voilà. On va du coup parler de la maturité digitale des réseaux, la réelle image que les franchiseurs ont de leur réseau versus la réalité, les outils qui sont réellement mis en place au niveau des réseaux, les budgets du coup qui sont consacrés au digital dans les réseaux, et on terminera bien sûr sur l'IA, où est-ce qu'on en est réellement. Voilà. Donc je vais essayer de pas être trop barbant, d'avancer d'une manière assez fluide. Et de garder un bon temps à la fin pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez, pour que vous puissiez participer aussi, parce que bon, j'ai pas forcément, on n'a pas forcément envie que ce soit un cours magistral. Au contraire, on veut que ce soit le plus interactif possible. Et encore une fois, ce qu'on vous propose, c'est ce qui est indiqué sur la slide là, n'hésitez pas, on va essayer de laisser un temps de questions-réponses sur chacune des thématiques. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Top. Et effectivement, on rebondira quand il y aura des questions qui doivent être répondues sur le moment. Sinon, les questions seront potentiellement gardées pour la fin et on y reprendra à la fin. Encore une fois, on a la chance, et je remercie vraiment d'avoir Julien, Agathe, Justine qui sont rendus dispo pour ce webinaire. C'est un travail de très longue haleine qu'on a fait. On était parti à la base sur 100 interviews en one-to-one. Bon, on en a fait déjà 40, c'est pas mal. Je place ça là parce que c'est une chose qu'on va reproduire chaque année. Et si vous voulez vraiment prendre parti à ça, je pense que c'est important parce que c'est des indicateurs qui peuvent vraiment faire évoluer les choses dans le secteur de la franchise et vous permettre un petit peu d'avoir des comparatifs de comment on peut faire les choses, etc. Donc, n'hésitez pas à la fin, vous me direz si vous êtes bénévole pour l'année prochaine. Sachant que sur cette édition, rapidement, on avait fait un petit tirage au sort qui sera fait, je le dis pour certainement ceux qui sont présents et qui ont participé à l'enquête. Le tirage au sort sera fait certainement courant semaine prochaine. Vous recevrez les résultats avec un petit bon d'achat de 200 € sur Amazon. Voilà. Allez, on attaque. Deep dive. Donc déjà, comment est-ce qu'on a travaillé? Alors, je voulais juste m'assurer que vous voyez bien notre écran. Si vous voulez me dire dans le chat, parce que pour moi, c'est assez nouveau d'utiliser cette solution. Confirmez que vous voyez bien. S'il y a un bug quelque part, n'hésitez pas à le faire savoir. Et du temps, je continue à dérouler. Donc, on a interviewé en one-to-one, vraiment au travers d'une visio, 10, 15, 20, 30 minutes parfois, pour vraiment poser les questions pertinentes pour les réseaux. Et on en a fait 40. Voilà. Donc, il y a la majorité des réseaux, c'était des réseaux déjà établis, avec en moyenne entre 11 et 50 points de vente, et voire plus. J'en ai eu qui avaient déjà 500 points de vente, etc. Et là, vous avez justement les secteurs qu'on a interrogés. Voilà. Donc, bien sûr, la restauration est devant, mène le pas. Pourquoi? Ça reste quand même logique dans le secteur de la franchise. Mais après, voilà, on a le commerce spécialisé, etc., qui arrive derrière, le service à la personne. Alors, la première chose qui ressort de cette enquête, c'est pas, c'est presque évident, c'est que la priorité quand même pour les réseaux en 2026, c'est de développer et de recruter, développer le réseau et de recruter de nouveaux franchisés. Voilà, on est sur la moitié déjà. Mais quand même, bien derrière, et là on reste sur la brique digitale, on n'est pas encore sur la brique IA, l'IA arrive sur la présentation plus tard. Quand même arrive derrière la notion de vouloir améliorer la performance des points de vente des réseaux en utilisant le digital. Et ça, c'est quand même pas rien parce que on voit bien qu'on met d'abord le curseur du développement, mais on voit de plus en plus de réseaux qui se rendent compte que le digital vient vraiment consolider justement la performance des points de vente et de plus en plus. Voilà. Donc ça, j'étais très content de voir ça puisque moi qui avais une agence avant et on faisait un peu ça fait plaisir à voir. Voilà. Bon, c'était une petite aparté. Autre chose, aujourd'hui, il y a presque la moitié des réseaux qui attendent du digital d'un outil qui les aide à piloter. Alors, la majorité des réseaux qu'on a quand même interviewés avaient au moins un outil de pilotage de leur réseau. Ça, c'est déjà bien parce que on revient 5 ans en arrière ou 6 ans en arrière, on voit quand même que effectivement, on voit quand même que on a on revient 5-6 ans en arrière, il y a quand même des réseaux qui n'avaient pas du tout n'étaient pas du tout outillés. Voilà. Donc, je déroule peut-être un petit peu trop vite parce que je veux trop vous laisser la parole à la fin et j'ai oublié un petit sondage. Donc,
on va squeezer ce on fera le sondage. prochain, ouais, on fera le prochain. On fera le prochain, oui, pour le coup. Mais pour le coup, c'est quand même un point important concernant l'outillage des réseaux, parce que encore même sur la brique de développement, on a des réseaux qui n'étaient pas encore outillés sur les 2 dernières années, etc. Et on voit quand même que ça arrive au fur et à mesure. Alors, je vais juste reprendre l'itinéraire des sondages. Comme ça, je ne vous ferai pas cette mauvaise blague de squeezer les... alors, désolé, j'aurais dû le prendre avant. Hop, tac. Ah, sinon, je te le dirai. Si tu peux juste... Ouais, ouais, je veux bien, effectivement. Ouais. Ok, ça marche. Allez, je continue. Donc, on commence. Selon vous, quelles seraient les priorités? Alors, attendez. C'est plutôt les questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique et priorités et la valeur attendue sur le digital? Peut-être ça serait intéressant d'avoir aussi le retour de nos invités. Vous pouvez effectivement le mettre dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique? Et peut-être vous exprimer sur, côté essentiel et domicile, par exemple, qu'est-ce que vous aviez répondu à ces questions-là? C'est quoi votre positionnement par rapport à vos priorités et deux, du coup, la valeur attendue sur le digital? Oui, du coup, nous, c'est vrai que chez Essentiel et Domicile, on accorde quand même une grande importance au développement des agences. On voyait entre la performance des points de vente et le développement du réseau avec de nouveaux franchisés. C'est vrai que nous, on fait plutôt partie aujourd'hui des réseaux qui faisons attention aux performances de nos agences en misant beaucoup sur le développement en interne. Donc ça, c'est une priorité. Et d'ailleurs, ça se vérifie cette année avec plus d'ouverture de franchisés qui ont déjà un point de vente vers un deuxième que vers du développement en externe. Ouais. On a effectivement une question de la part de Thierry sur on a une question de la part de Thierry sur la satisfaction client. Il y a quand même eu des réseaux qui ont répondu là-dessus, mais je pense que ça fait partie de la brique améliorer justement la performance des points de vente. Mais oui, effectivement, c'est un point. Je remets la slide précédente peut-être pour qu'on voit effectivement la partie. Alors c'est pas celle-là, pardon, sur les priorités. Améliorer l'expérience client, effectivement, et loin derrière les autres thématiques. Quoi. Après, vous retrouverez, ça c'est un condensé de l'enquête que vous recevrez par la suite, qui est peut-être un petit peu plus complète. Il y a une vingtaine de pages, mais effectivement, on a englobé ça justement dans l'amélioration des performances des points de vente. Ça comprend la satisfaction client, ça comprend les outils mis en place et les priorités qui sont vraiment là aujourd'hui pour les réseaux. Voilà. Je continue du coup pour la suite. Justine, oui. Peut-être, ouais, intéressant aussi d'avoir ton point de vue sur et notamment la question sur la partie satisfaction client aussi. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous et la priorité sur le recrutement de nouveaux franchisés? Vous en êtes où? Nous, aujourd'hui, la digitalisation, elle touche beaucoup plus la question la réponse numéro 2 de l'amélioration de la performance des points de vente. Ok. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus à améliorer nos outils internes via la digitalisation et faciliter la vie de nos franchisés que sur, par exemple, la satisfaction client. Ouais. Donc, je fais partie des réponses surprenantes que Thierry a évoquées en commentaire. Mais ouais, on l'utilise plus pour ça aujourd'hui, en tout cas. Okay. Ouais. Pierre, qui a plutôt une remarque plutôt qu'une question. Data immédiatement était prépondérante sur la prise de conscience de chacun sur la performance. Ouais. Effectivement, la data est essentielle pour le pilotage de la performance, clairement. Ouais. Après, effectivement, on peut comprendre, pas trop rebondir là-dessus, rester trop sur cette slide-là, mais il y a quand même un sujet important, c'est que autrefois, c'est normal que même un réseau qui se constituait n'avait pas forcément les ressources en interne nécessaires pour aller directement piloter par de la data. Ça demandait un certain nombre de ressources. Aujourd'hui, justement, on en parlera juste après, l'IA permet d'avoir un peu plus cette approche-là, de créer des agents qui vont retraiter la donnée, qui vont directement donner un indicateur rapidement. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une équipe de 10 personnes qui vont gérer ça. C'est un des avantages que l'IA va apporter au réseau. Je continue. Donc,
au niveau de la maturité des réseaux sur la brique digitale. Donc, avant qu'on aborde peut-être ce point-là, je vais lancer un petit sondage rapide. On va mettre à contribution notre audience peut-être. Petit sondage sur les outils digitaux que vous utilisez pour piloter votre réseau. Donc, je vous invite à vous aussi, puis ensuite on regardera les réponses qu'on a eues nous pendant l'enquête. Mais voilà, quels sont aujourd'hui, on va dire, sur les principaux outils que vous utilisez, avec quoi vous êtes équipé et pour faire quoi exactement? On va voir CRM en tête pour le moment. C'est vrai que c'est un peu la base, ce CRM. Je pense que c'est pas la surprise. On va voir, ça va être rigolo de voir si on arrive sur un sondage en live ici à avoir quelque chose qui est un peu représentatif de ce qu'on a eu pendant l'enquête. N'hésitez pas à voter, il y a encore pas mal de monde qui n'a pas voté. À peu près un peu moins de la moitié des participants qui ont voté pour le moment. Allez. Ok. Je retourne sur mon sondage. Ok. Donc normalement, vous voyez les résultats. Bon, CRM largement en tête. Après, c'est vrai que c'est pas du multi-choix. Du coup, c'est peut-être pas forcément représentatif sur celui-là. Est-ce que tu peux par contre citer les résultats parce que nous, du coup, en tant que CRM en tête, et après animation, communication et pilotage et reporting. Ok, ça marche. Ok. On peut passer à la suite. Très bien. Parfait. D'ailleurs, voilà. Tiens. Oui, alors moi je veux vraiment rebondir sur cette slide encore parce que ce que je disais tout à l'heure, il y a 5-6 ans, quand j'accompagnais des réseaux sur leur brique du développement via le digital, quand on leur parlait d'un CRM, ils nous regardaient avec des grands yeux et ils nous disaient c'est quoi ça quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est une évidence. Et alors c'est excellent hein, de voir qu'en peu de temps, alors je pense que le Covid a quand même fait beaucoup changer les choses et avancer les choses, mais aujourd'hui, la majorité des réseaux, et du moins ceux qu'on a interviewé utilisent un CRM pour piloter le réseau. Donc ça, c'est bien. Si on redécortique un petit peu ça, c'est aussi un outil qui va leur permettre de gérer l'animation, la communication, le pilotage, le reporting. Enfin, on voit quand même qu'il y a dans tous les cas sur chacun plus de la moitié qui utilise un outil sur chacune des thématiques que vous voyez en face de vous. Voilà. Mais il y a quand même encore des lacunes qu'on va pouvoir évoquer par la suite. Je passe à la prochaine slide. Et je voudrais peut-être... alors, je ne peux pas passer la prochaine slide. Un bug de mon côté. Si, c'est bon? C'est bon. Ok. Donc, pour le coup, peut-être faire rebondir d'abord, je ne sais pas déjà, demander à Justine, Julien et Agathe si eux-mêmes utilisent un outil pour piloter le réseau et comment et depuis combien de temps? Quand tu parles de pilotage, on parle de développement ou on parle de pilotage du quotidien? Alors, du développement d'une brique. Une brique, c'est le développement. L'autre brique, ça va être justement l'animation et la communication avec tes franchisés. Le reporting aussi en est une autre. Donc, voir un petit peu ce que vous utilisez, comment vous l'utilisez. Enfin, voilà. Ok. De notre côté, nous, on a un CRM depuis quasiment le début. Je peux peut-être le citer, je ne sais pas, mais il est très connu dans CCRK. Je pense qu'il y a pas mal de franchiseurs qui l'utilisent. Oui. Qui nous permettent à la fois de digitaliser la relation avec les candidats et de faire un parcours qui soit quand même très carré, de bien les suivre. Et puis après, côté franchisé, animation et vie quotidienne, en fait, on fait tout le reporting de visite dessus, on fait toutes nos communications réseau dessus. C'est vraiment un outil dont on se sert au quotidien. Vraiment, vraiment. Et à côté de ça, nous, on a un outil métier qu'on a développé en interne et je pense que j'en reparlerai de l'IA tout à l'heure parce qu'on s'en sert aujourd'hui sur cet outil-là. Un outil métier qui nous permet de tout faire. La traçabilité, les commandes, les plannings, gestion de la masse salariale, pilotage de la marge et pilotage de tout le quotidien des franchisés. On a deux gros outils différents, le CRM et cet outil métier interne. Ok. Et du coup, quand tu dis depuis le début, c'est à peu près depuis combien de temps? L'outil métier interne, c'est depuis 2017 qu'on l'a créé. Donc, le réseau s'est créé en 2016, donc 2017, la création. Et le CRM CERCA, depuis qu'on s'est lancé en franchise, donc en 2019-2020, on l'avait déjà.
Ok, top. C'est du coup un cas, on va dire, ce fut un cas isolé puisque tous les réseaux ne commencent pas justement avec un CRM. Mais pour moi, c'est une évidence parce qu'il y a un commentaire de Tristan qui disait que l'IA peut retraiter justement la data à condition d'avoir une data qui est clean. Effectivement, de commencer dès le début à structurer justement tous les candidats qu'on a reçus depuis le début du développement, savoir le nombre d'ouvertures qu'on a fait chaque année, etc. Ça, effectivement, si on l'a depuis le début, on peut être bien plus performant par la suite. C'est une évidence. Et une question de Romain pour Justine, est-ce que les deux outils sont connectés ou pas du tout? Et c'est vrai que la connexion, c'est un sujet. Tu n'en as pas reparlé, Mehdi, mais je pense que Justine peut-être déjà. Oui, alors aujourd'hui, les deux ne sont pas connectés. En fait, on crée des API sur d'autres choses. On va plus facilement connecter, par exemple, notre caisse avec l'outil interne métier et connecter le CRM avec nos campagnes méta, par exemple. Mais les deux ensemble ne sont pas connectés parce qu'on n'a pas aujourd'hui l'intérêt de le faire. Alors, effectivement, c'est l'objet d'une des slides de la présentation où il y a encore beaucoup d'outils qui manquent d'être connectés. On en parlera juste après, mais effectivement, c'est un sujet. Car si effectivement les outils ne communiquent pas entre eux, on a plus difficilement de la data, une data de moins bonne qualité, quoi. Voilà. Peut-être je peux poser la question à Julien et Agathe, à votre niveau, si vous avez un feedback à donner là-dessus. Nous, pour le coup, on est un petit peu comme Justine. On a mis en place rapidement les outils. Pour nous, c'est un des fondamentaux de la franchise, du coup, d'avoir des outils pour les franchisés. Donc, c'est pareil, Cerca, nous, on l'a mis très tôt et on a un outil métier de la même manière. Là, exactement pareil, les deux ne sont pas connectés entre eux. Après, on a un autre outil qui est là vraiment pour analyser la performance des agences. Mais c'est vrai que toute la partie outils, pour nous, elle a été développée dès le démarrage. Par contre, on l'utilise vraiment de mieux en mieux parce que déjà, les outils évoluent et progressent. Et nous, en se structurant, ça nous permet aussi d'exploiter tous les modules de chaque outil. Ok. Et en termes de performance, toi qui, pour le coup, est à la tête de Essentiel et Domicile, est-ce que tu constates justement que ça a vraiment un impact à la fin, en bout de course, chaque année, d'utiliser ce genre d'outils, justement? Et sinon, lesquels? Oui, clairement, parce que dans l'accompagnement, en fait, on va identifier les marges de progression de chaque agence individuellement et sur chaque activité. Nous, on est multiservice. Il y en a qui vont être très bons sur une activité, moins sur une autre. Et ces outils, en fait, nous permettent d'accompagner les franchisés individuellement et de travailler concrètement sur ce qui les fera progresser à court et moyen terme. Ok. Donc, du coup, ça veut dire qu'effectivement, ça confirme. Je vais passer à la prochaine slide. Non, attends, pardon. Oui, et non. Et juste, il y a un élément quand même qu'on retient sur l'ensemble des outils qu'on a constaté pendant l'enquête quand même, et c'est vraiment la question de Romain. Les gens sont équipés, enfin les réseaux maintenant sont équipés avec des outils, mais c'est vrai que la plupart du temps, ces outils ne communiquent pas entre eux. C'est un vrai sujet parce que du coup, c'est très cloisonné et dans certains cas, on bénéficie pas de toute la, on va dire toute la valeur et toute la puissance qu'on peut avoir quand on va commencer justement à interconnecter les outils. Donc ça fait partie des sujets où on a identifié qu'il y avait on va dire un point d'amélioration, quoi, éventuellement. Donc, avant le prochain sujet et plus budget, et là, pareil, je vais vous solliciter avec un petit sondage. Et là, normalement, ça devrait marcher parce qu'il n'y a pas de multi-choix là. Quel budget mensuel consacrez-vous aux outils digitaux? Grosso modo, vous l'avez peut-être pas en tête, mais à peu près quoi? À peu près sur l'ensemble des outils digitaux, combien vous dépensez tous les mois, si vous avez une idée. Et puis après, on vous révélera un petit peu ce qu'a donné l'enquête. Je vous cherche l'info sur l'enquête par rapport aux outils qui ne sont pas connectés entre eux. Il me semble bien que j'avais une réponse à ce sujet. Allez, la réponse commence à monter. Pour l'instant, on est sur des budgets assez importants, donc normalement, vous voyez aussi les résultats de l'enquête au fur et à mesure. Allez, on n'a pas encore la moitié des gens qui ont voté, n'hésitez pas, allez-y. On va laisser encore quelques secondes. Ok, ce qu'on voit là, c'est que il y en a presque la moitié qui dépensent plus de 6 000 €
par mois en outils digitaux. Le reste est assez réparti. Il y en a qui sont sur des très petits budgets, à moins de 500 €. Il y a un peu de tout. On va dire, on est, allez, ça bouge pas mal là, parce qu'il y a de plus en plus de votes, mais on a un gros tiers qui dépense plus de 6 000 € et une bonne partie qui est dans la fourchette entre 1 500 et 3 000 € par mois. Que nous dit l'enquête, Mehdi? Eh bien, allons-y. Alors, hop, juste là. Donc, effectivement, la majorité des personnes interviewées, dans tous les cas sur 2026, ne vont pas diminuer le budget, ils vont l'augmenter. Et ça montre qu'on va sur une évolution là-dessus. En moyenne, la tranche qui se répète, le pattern qu'on revoit, c'est généralement entre 1 500 et 3 000 € par mois. C'est ce qu'on a trouvé. Et après, effectivement, il y a quand même quelques jeunes réseaux. En fait, ce qu'on a retrouvé dans cette enquête-là, c'est que les jeunes réseaux commencent toujours un petit peu avec des outils, mais on se retrouve souvent entre la tranche 500, 1 500 € par mois. Et après, quand ils passent un certain cap, on est environ à 1 500, 3 000, voire 6 000 € par mois. Peut-être que justement, on a deux maturités de réseau ici, avec le 1745 et avec Essentiel et Domicile. Peut-être que vous pouvez rebondir là-dessus. Justine, donner le nombre de points de vente que vous avez et un petit peu les budgets que vous dépenseriez. Et après, on verra avec Julien et Agathe. Alors nous, on est entre 15 et 20 points de vente. Donc on est un jeune réseau encore. Et aujourd'hui, je ne me rends pas forcément compte parce qu'on fait pas mal quand même de choses sur le digital. Et je pense vraiment qu'on est dans la tranche de la majorité des 1 500 à 3 000 mensuels. Parce qu'aussi, on a un développeur qui est chez nous en interne. Donc, je pense que c'est pas mal de choses pour nous. Ok. Et peut-être Julien et Agathe, qui avaient peut-être aussi cette année entamé un process un peu plus digital sur tout le réseau. Je dirais que sur les outils, si on parle vraiment d'outils de pilotage type CRM, etc., nous, on est plutôt sur la tranche, on doit être entre 5 et 6 000 plutôt là-dessus, sans que ça comprenne toute la partie agence, du coup, qui est refacturée aux franchisés, bien sûr. Donc ouais, c'est des budgets comme c'est écrit, hein, on recule pas parce que en fait quand on ajoute des choses, on peut difficilement les enlever derrière, sauf si elles sont vraiment pas utilisées, mais on fait aussi attention d'avoir des outils qui soient bien utilisés, donc c'est sûr que c'est pas un budget qui devrait baisser, quoi. Ok, alors ça rejoint un petit peu la question d'avant concernant les outils qui ne se connectent pas et forcément ne se parlent pas entre eux. Il y a quand même la majorité, il y a 21 réseaux sur 40 qui ont répondu que ce n'était que partiel, les connexions. Et justement, sur cette augmentation de budget, je pense que peut-être l'objet de l'année prochaine et des prochaines années sera de faire en sorte que ces outils se connectent entre eux, puissent communiquer entre eux. Et peut-être tu pourras rebondir là-dessus, Laurent, parce que c'est un peu plus ton dada, hein, tout ce qui est tech et data. Et justement, optimiser ces investissements grâce à ça, le fait de les connecter entre eux et de pouvoir exploiter un peu mieux cette data. Peut-être Laurent, tu peux rebondir là-dessus. Mais... Oui, après, en fait, le constat, c'est qu'en fait, nous, après, je peux donner l'exemple, nous, dans notre cas, mais c'est vrai que très souvent, les outils pris séparément apportent moins de valeur que branchés ensemble. On arrive à créer une nouvelle valeur, de nouveaux cas d'usage. Moi, je prends l'exemple le plus typique pour nous dans le cas du géomarketing, c'est qu'on a d'un côté un CRM avec toutes les données de vente et de l'autre côté un logiciel de cartographie qui a toutes les données du marché. Pris séparément, ils sont très intéressants, mais alors si on branche les deux, on va pouvoir croiser les données de vente et les données de marché, et là tout de suite, ça ouvre de nouvelles perspectives, quoi. Parce qu'on va pouvoir voir en temps réel où en est nos taux de pénétration, vraiment voir visualiser l'efficacité de manière géographique et très visuelle, l'impact de nos campagnes ou des actions qu'on mène sur le terrain, etc. Et ça apporte une valeur complètement nouvelle. Donc l'interconnexion d'outils différents, c'est vraiment un super levier. Top. Je passe à la prochaine slide. Donc, en somme, où ira l'argent en 2026 investi par les réseaux? Les chantiers prioritaires, on a effectivement le marketing et la génération de prospects. Généralement, c'est des candidats à la franchise et aussi pour nourrir les franchisés en tant que clients.
Voilà. On a aussi une grosse partie qui va l'investir sur le développement du réseau, une autre partie sur le pilotage et le reporting, sur la structuration des process internes. Et effectivement, le constat, c'est que le marketing reste toujours en tête pour développer les réseaux, puisque ça correspond justement aux priorités des réseaux qu'on a interviewés. À l'inverse, il y a quand même d'autres briques qui ne sont pas forcément encore exploitées. Et ça, bon, je tire un peu la couette vers moi, mais effectivement, c'est sur le juridique. Et c'est un peu là-dessus, si je peux partager mon expérience. Moi, je suis rentré dans le secteur de la franchise par l'intermédiaire de Franchise Direct, où c'est un portail de mise en relation franchiseur-franchisé. J'ai constaté par ce biais-là que dans le secteur de la franchise, il n'y avait pas beaucoup de marketing de fait réellement pour aller attirer des candidats, séduire des candidats, les convertir, et éventuellement sur la partie client. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réseaux qui s'adressent à des agences généralistes qui ne connaissent pas forcément le monde de la franchise de l'intérieur. Et c'est de ce constat-là que j'ai créé Everfruit et qui aujourd'hui fonctionne super bien puisque, bon, l'enjeu, c'est des médias, etc. Et ce que je reconstate du coup, et je termine mon pitch là-dessus, mais quand même, c'est important, ce que je constate maintenant, c'est pareil sur le juridique. Sur le juridique, il n'y a pas forcément de briques qui ont été, d'outils qui sont déployés pour vraiment aller aider à accélérer un petit peu le développement d'un réseau par le biais du juridique, sécuriser tout ce qui est contrat de franchise, etc. S'assurer qu'on n'ait pas plein de versions qui circulent dans le réseau, etc. Enfin voilà, donc c'est pour ça que du coup, voilà, j'ai créé Legaléo. Et c'est un angle mort qu'on a constaté au travers de cette enquête. Alors, pour moi, j'étais content de faire cette enquête parce que je me disais, il y en a plein qui vont me dire qu'effectivement, ils font déjà quelque chose sur le digital pour leur contrat de franchise, etc. Le résultat a été que non, il n'y a personne qui le fait et que peut-être qu'on arrive un peu tôt sur un marché qui n'est pas encore très mature là-dessus. Mais voilà. Et effectivement, bon, il y a aussi sur le géomarketing, il y a encore du travail à faire, etc. Mais on voit quand même qu'il y a une évolution. On voit que les réseaux investissent de plus en plus d'argent sur le digital. On voit que les priorisations sont vraiment autour du développement, de la sécurisation du réseau, parce que aller chercher des franchisés, c'est bien, mais il faut travailler l'expérience client par la suite. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même satisfaisant de voir que on va quand même dans la bonne direction sur l'ensemble des réseaux. Est-ce que Laurent, tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que Non, mais c'est vrai que Julien, sur le résultat là-dessus, on voit que les budgets vont essentiellement là où on a vu les thématiques prioritaires, le développement, mais aussi quand même on constate là où c'est plus facile de mesurer le retour sur investissement finalement, quoi. Génération de leads, on sait le mesurer. Et voilà, sécurité et conformité, c'est un peu plus compliqué, quoi. Peut-être les retours. Ok. Alors, je passe du coup à la prochaine slide et peut-être. Est-ce qu'il y a des questions, ouais. Alors, désolé, je ne sais pas si vous. Ouais. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Je vois pas de questions en particulier. Sinon, si vous n'avez pas de questions, je vais encore vous solliciter avec un petit sondage, du coup. Allez, pas de questions. Je relance mon prochain sondage. On va parler d'IA maintenant. Où est-ce que vous pensez en être avec l'IA dans votre réseau? Vous en êtes tout. Pour l'instant, c'est pas trop un sujet, ou vous commencez à regarder, ou vous êtes à fond et c'est déjà déployé partout et tout le monde utilise l'IA au sein de votre réseau. Allez, on va attendre quelques secondes les votes. Pour l'instant, il y a un tiers qui sont en réflexion et pas loin de la moitié, ils ont déjà déployé sur des cas particuliers, des cas précis. Déployer à l'échelle, on n'a personne pour le moment. En attendant que les réponses continuent d'arriver, c'est quand même drôle, mais en même temps inquiétant. Tu étais d'ailleurs, Laurent, sur cette conférence sur l'IA qu'on avait fait au travers de la Fédération française de la franchise l'année dernière, au mois d'octobre. Pour moi, c'est vraiment incroyable comment ça a évolué en fait en juste quelques mois. Tous les outils qui existent aujourd'hui, l'utilisation de Claude, ChatGPT, etc., qui n'étaient pas aussi performants que ça n'est aujourd'hui. De voir qu'en octobre l'année dernière, on parlait de ça, les réseaux encore avaient un peu du mal à engranger la chose. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a quand même des réseaux qui l'ont déployé sur des peut-être cas d'usage précis, sans donner le chiffre. Je ne veux pas trahir le sondage. Mais c'est vrai que voilà, il y a une évolution énorme.
Et il faut tenir en compte le fait, du coup, que le digital a été un accélérateur. Le digital a été quelque chose qui a été peut-être difficile à suivre pour certains réseaux, mais l'IA, ça va aller encore plus vite. Et il faut vraiment commencer maintenant, à mon avis, là-dessus. Voilà. Bon, peut-être tu peux donner les résultats du sondage, Laurent. Pour les réponses que tu as eues, tu as... Les réponses, les sondages, alors du coup je l'ai enlevé, mais 40% déployés sur des cas précis. Et après, c'est soit du test en cours, un tiers en réflexion. Voilà. Ok, ça marche. Personne n'a indiqué l'avoir déployé à l'échelle. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on retrouve dans notre enquête. Ok, alors nous, ce qu'on retrouve souvent, ce qu'on a souvent retrouvé dans l'enquête, c'est l'IA effectivement déployée sur des cas d'usage, on va dire, précis. Qu'on a vu sur généralement, ouais, voilà, ça va être généralement sur la génération de contenu en premier. J'ai aussi vu une évolution de mon côté pour les personnes que j'ai interviewées, parce que c'est une enquête qu'on a fait sur 6 mois. Ça n'a pas été évident je remercie encore tous les participants parce que c'est vrai que donner de son temps pour répondre à des questions de ce genre, etc., on a aussi peut-être des fois autre chose à faire. Et vous voyez, ça apporte de la valeur. Et quand même, quand je posais la question au mois de janvier, on me répondait pas forcément les mêmes choses qu'on me répondait au mois de mai ou au mois de juin. Et ça montre quand même une évolution sur l'usage de l'IA. Et c'est bien parce que ça condense en fait un petit peu les réponses. On voit quand même que dans tous les cas, c'est vraiment déployé sur de la génération de contenu, au marketing, dans les services communication. On voit qu'on l'utilise beaucoup aussi sur du support interne, sur l'assistance aux équipes. Ça, c'est un super sujet. Sur de l'analyse de données, comme je disais tout à l'heure, effectivement, sur le retraitement de la donnée pour avoir des indicateurs et voir un peu comment on s'en sort sur le pilotage de son réseau. Quelques-uns, beaucoup d'ailleurs, l'utilisent sur de la formation, accompagnement de franchisés. De toute façon, tout ce que je vous donne là, vous le verrez sur l'enquête qu'on vous enverra par la suite. Oui, après, et la slide d'après, sinon les cas d'usage sont là, quoi. Oui, aussi. Voilà. Donc, dans l'ensemble, voilà, on a quand même l'IA arrive assez rapidement dans le secteur de la franchise et on le voit, mais on va quand même on marche un peu sur des œufs quand même. Hein. On va pas le déployer encore aujourd'hui, pour mon cas, sur des sujets juridiques en autopilote. Et effectivement, il y a encore du travail à faire sur l'expérience client, l'interaction directe avec les clients, etc. Voilà. Peut-être passer du coup, si vous avez des... Il y a une remarque quand même sur les résultats concrets, quoi, voir l'impact. Il y a quand même pas mal de réseaux qui attendent encore de voir quel est l'impact concret de tout ça, quoi. Effectivement, oui, je pense qu'on est encore un petit peu frileux, mais on voit quand même que les modèles d'IA, que ce soit Anthropic, que ce soit OpenAI, quand même s'affinent de semaine en semaine et deviennent de plus en plus précis, de plus en plus pointus. Donc, je pense que on n'aura peut-être pas le même discours, et c'est certain, si on refait la même enquête l'année prochaine. C'est intéressant d'avoir les retours côté franchiseur. Je ne sais pas si Julien, Agathe, si vous voulez en parler un petit peu. L'IA, chez vous, ça donne quoi? Ça donne tout. Nous, on l'utilise pas mal. L'IA, on l'utilise déjà sur le CRM. Donc pour nos franchisés, quand ils ont une question, par exemple, ils peuvent se servir de l'IA pour retrouver dans nos bases de données leurs réponses. Il va être intégré aussi sur le logiciel métier prochainement. Et voilà. Après, pour ma partie vraiment plus communication, moi, je m'en sers énormément pour faire des rapports. Parce que du coup, ça me permet de croiser des informations entre plusieurs fichiers, chose où je mettrais peut-être 2 heures à faire et mon logiciel IA, du coup, le fait en 20 minutes, voire moins. Je m'en sers aussi pas mal sur les outils graphiques, de graphisme. Donc, il y a de l'IA intégrée sur Photoshop, etc. Alors, bien sûr, on s'en sert comme outil et pas pour remplacer la personne qui fait les designs, etc. Mais c'est vraiment une aide qui est assez énorme parce que ça permet des fois de nous donner des idées et derrière de pouvoir compléter la chose. On peut aussi s'en servir sur tout ce qui est campagne ads. Moi, personnellement, non, je m'en sers pas vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est pas forcément efficace pour ce que je veux faire. Voilà. Ok, intéressant. Et Justine, pour le 1745.
Ouais, alors nous, en fait, on n'a pas attendu l'IA pour se digitaliser, puisqu'on a créé notre outil métier en 2017, donc on n'a pas attendu. Donc en fait, pour nous, c'est pas une révolution dans la digitalisation, mais c'est une révolution dans le délai pour digitaliser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, notre outil métier, par exemple, était codé intégralement à la main par quelqu'un dont c'est le métier. Là où aujourd'hui, en fait, c'est plus de codage à la main. On est là, nous, pour préparer les projets, et les soumettre à l'IA, et l'IA, elle est là pour, analyser la technologie, implémenter, ce qu'on veut faire. Donc en fait, on gagne un temps, de fou et dans l'idée, c'est comme disait Agathe, on remplace pas les personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Oui. En fait, ça les aide simplement à aller plus vite et à faire gagner du temps à tout le monde, notamment les franchisés sur, notamment, le suivi de leur marge, le pilotage de leur boîte, enfin tous les sujets, qui les touchent particulièrement. Donc ouais, nous, on l'utilise beaucoup actuellement sur ces petits métiers en interne pour, développer pas mal de choses et j'aimerais l'utiliser un peu plus sur notre CRM. Ça fait partie de mes projets, cette année. Ouais, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment un cas d'usage où vous l'utilisez pour accélérer votre digitalisation, enfin développer vos outils internes et vous automatiser encore plus, etc. Donc, c'est super intéressant. Ouais, depuis quelques mois, on a fait un gap de dingue sur notre outil et la V3, on en est à la V3 aujourd'hui, elle a vraiment changé par rapport à la V2, quoi, grâce à l'IA aussi. C'est un réel Alors, gain de temps. Pardon, Mehdi. Oui, je disais que c'était un réel gain de temps. Après, là où nous, on peut avoir encore 2-3 doutes, c'est où vont nos données et qu'est-ce qu'on peut réellement dire et qu'est-ce qui est réellement gardé, pas gardé, republié derrière. Voilà, les doutes sont un peu là. Et aussi de cadrer les franchisés qu'on a avec toute cette IA parce que l'IA a ses limites et il y a des choses qu'il faut cadrer et, pour pas que ça parte n'importe comment. Alors, deux petits sujets que tu évoques, Agathe. Le premier, effectivement, c'est la manière dont les modèles ou les outils retraitent la donnée. Donc ça, normalement, nous, chez les Galéo, par exemple, on essaye d'être assez transparent là-dessus et de pas forcément réutiliser pour entraîner nos modèles et autres. Mais effectivement, oui, c'est un sujet qui vient de plus en plus. Voilà. Bon, après, nous, personnellement, on a envie de faire un outil IA qui soit purement français, enfin voilà, qui soit pas, on va dire, qui soit pas en mode américanisé, etc. Voilà. Mais le second sujet, par contre, sur lequel je voulais rebondir, c'était plus le fait qui n'est pas sur les slides là. Aujourd'hui, il y a quand même au quotidien, toutes les personnes que j'ai interviewées de mon côté m'ont toutes dit que c'était un gain de temps pour le réseau. Et je pense que ça reste quand même un énorme gain de temps pour le réseau d'utiliser l'IA au quotidien. Et c'est aussi un gain de temps pour les individus que j'ai interviewés, puisque j'en ai 29 exactement qui m'ont répondu que c'était pour un usage régulier, qui utilisaient l'IA. Voilà. Donc après, effectivement, faut quand même faire attention, il faut éduquer les personnes dans les réseaux, savoir si vous utilisez l'IA, comment l'utiliser et faire attention que vous ne mettiez pas, par exemple, je sais pas moi, un contrat de franchise sur OpenAI, sur ChatGPT, en disant tu peux le réutiliser pour améliorer le modèle de ChatGPT, quoi. Voilà. Il y a des choses qui peuvent se paramétrer en disant utiliser le mode privé ou des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est juste aussi une éducation à avoir au niveau des membres au siège et aussi au niveau des franchisés, etc. Question de Romain, et après je reviendrai sur la question de Thierry, parce qu'en fait elle nous permet d'enchaîner sur la suite, donc on va y répondre. Mais question de Romain, est-ce que vous avez des process de revérification du contenu généré? Peut-être la question est plus pour Agathe, puisque tu génères pas mal de contenu. Du dev, des rapports, du contenu marketing. Donc quel que soit donc c'est Justine et Agathe, peut-être les deux. Moi, ça me concerne pas trop cette question, je pense, parce que c'est vraiment notre tech qui vérifie. Donc plus Agathe, alors. On crée pas du contenu. Ouais. Plus Agathe. Nous, tout ce qu'on crée, des process de revérification, donc au niveau interne pour nous, c'est moi qui regarde ce que l'IA a créé et c'est moi qui juge si c'est OK ou pas OK. Pour nos franchisés, quand ils créent des choses avec de l'IA, par exemple sur des contenus, nous, on leur impose d'être quand même d'être en accord avec notre charte graphique, donc que ça nous ressemble, que ce soit notre image, pour pas qu'il y ait de confusion pour le prospect et le client après sur Internet, et puis garder notre image de marque aussi. Si jamais il devait y avoir débordement, derrière,
Nous, on le voit parce qu'on a accès à toutes leurs pages, on a accès à tout ce qu'ils font. Donc du coup, là derrière, je viens leur dire, bah, du coup, non, là, c'est pas possible. Et derrière, on met en place un accompagnement et un suivi pour qu'on reprenne les choses et que moi-même, je leur refasse quelque chose qui colle à notre image, quoi. Et du coup, on me demande, est-ce que finalement, ça génère pas trop de contenu? Est-ce que tu croules pas? C'est tellement facile d'en produire finalement, est-ce que c'est pas Oui. trop, quoi? Moi, je génère en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, c'est pas... Voilà. Et après, donc, je prends la question de Thierry sur l'adoption. Est-ce qu'il posait la question, les franchiseurs, est-ce qu'ils attendent ou est-ce qu'ils ne savent pas par où commencer? Ça prend un petit peu peut-être le point suivant. Donc, je vais lancer les derniers petits sondages justement sur les freins à l'adoption aujourd'hui. Quel est votre principal frein à une meilleure digitalisation au sens large? Donc, ça inclut évidemment l'IA, mais sur la digitalisation d'une manière générale. Pour vous, qu'est-ce qui fait que donc c'est le manque de temps, c'est les contraintes budgétaires, c'est le problème de fiabilité de données, c'est complexité juridique, etc. Donc n'hésitez pas à voter. On va laisser un petit peu de temps. Pendant ce temps, Laurent, il y a une question de Pierre sur l'apport de l'IA dans l'animation du réseau. Nous, c'est vrai que l'IA pour l'animation, on s'en sert vraiment sur Cerca. Hein. Et l'idée, c'est vraiment de répondre à des questions qu'on a régulièrement et où les animateurs n'ont pas forcément une valeur ajoutée énorme. Et ça leur permet d'avoir une réponse déjà quand ils veulent et puis qui va vraiment taper que dans notre base de connaissances. Ça, c'est quand même hyper important. Et maintenant, c'est vrai que Cerca intègre aussi, en fonction des rapports qu'on lui donne, des synthèses, des choses comme ça. Donc, ça aide les animateurs à revenir vers les franchisés. Et finalement, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début. Ça fait gagner du temps d'analyse pour passer plus de temps de conseils derrière avec les franchisés. Ouais, et pour corroborer, Julien, ce que tu dis sur Cerca, justement, un animateur, souvent, à l'époque, il prenait du temps à rédiger un échange qu'il a eu avec un franchisé parce qu'il faut consigner, il faut garder. Là, on peut même carrément dicter en fait à notre téléphone ce qu'on a retenu d'un échange avec un franchisé. Ça génère un rapport et une trace de ce qui s'est dit. Et n'empêche que pour un animateur, c'est un vrai gain de temps. Et en fait, voilà, c'est gagner du temps. C'est gagner du temps et du coup, ce que l'animateur passe pas ses soirées à faire des rapports, etc., il le passe sur autre chose, quoi. Et ça, c'est pas rien quand même pour une tête de réseau. Alors sur le sondage sur les freins, il y a un peu de tous un peu répartis, mais manque de temps, contraintes budgétaires, offre peu adaptée au modèle ou données peu fiables. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'on a eu nous côté l'enquête. Peut-être Mehdi, je te laisse. Ouais, allez, continuer. je passe là-dessus. Alors effectivement, la majorité, c'est quand même un manque de temps ou de ressources internes. Bon, ça c'est fréquent et on peut pas tout déployer. Il faut aussi rationaliser. On a aussi des fois les difficultés d'adoption par les franchisés. Donc il y a encore un travail et ça touche la digitalisation, hein, donc dans son ensemble, en incluant potentiellement l'IA. Mais si vous voulez, par exemple, si vous avez des difficultés d'adoption de vos outils par les franchisés, je pense pas que ce soit le moment d'aller leur mettre de l'IA. Et justement, il y a encore un travail d'évangélisation, d'éducation, de formation, etc., pour aller emmener tout le réseau, quoi. Voilà. Alors moi, ce que je croyais, mais vraiment, c'était vraiment que c'était le principal frein, c'était qu'il y avait des contraintes budgétaires dans les réseaux. Et aujourd'hui, on vous a quand même démontré que c'est un bon point, que les réseaux quand même mettent le budget sur les outils, sur le digital, etc. Et que finalement, c'est pas ça. Et donc, du coup, ça débloque potentiellement le unique frein qu'on pourrait avoir. Voilà, donc c'est bien. Je pense que effectivement, le fait qu'il y ait des offres qui soient encore, par exemple, il y a beaucoup de réseaux qui utilisent des outils comme HubSpot, Pipedrive, etc. Donc, c'est des CRM pour justement piloter un réseau sur la partie développement. Je suis pas certain que ce soit vraiment des outils adaptés. Donc, il y a quand même le secteur de la franchise, c'est un secteur de niche. Si vous regardez pour les CRM, il n'y en a pas 36 000 qui sont vraiment adaptés au secteur. Pareil pour le géomarketing, petit clin d'œil à Laurent. Et puis voilà, donc c'est vraiment c'est pas le plus gros sujet. Voilà. Donc vous avez les résultats là, c'est quand même assez intéressant. Et je vais passer aussi à la slide d'après.
On peut peut-être enchaîner sur les recommandations, du coup, Laurent. Ouais. Donc, pour nous, hein, il y a vraiment 2 angles morts qui ressortent de cette enquête. Ça nous concerne, donc c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en avant, mais on ne s'est pas non plus éternisé là-dessus. C'est qu'il y a quand même un angle mort qui pourrait être exploitable, c'est le juridique. Aujourd'hui, il y a pas beaucoup d'outils qui existent pour aller justement piloter la brique juridique, qui est quand même un socle, hein, pour le développement d'un réseau. D'avoir des contrats qui sont conformes, d'avoir un point central où ils sont stockés, d'avoir justement les capacités de les envoyer beaucoup plus rapidement pour les faire signer, qu'il n'y ait pas 36 milliards de versions un peu partout, que ce soit vraiment le même modèle à chaque fois, etc. etc. Et peut-être potentiellement aussi pour le pilotage territorial, moi je vois 2 petites choses, mais Laurent, tu pourras peut-être rebondir là-dessus. C'est qu'il y a encore peu d'outils, de réseaux qui sont vraiment outillés ou qui ont fait le choix d'être outillés là-dessus. Et aussi, c'est des outils qui mériteraient quand même d'être connectés avec le reste pour vraiment avoir une chaîne de valeur qui soit fluide. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter là-dessus quelque chose, Laurent. Non. Voilà. Et notre recommandation première, c'est justement de tout connecter, de travailler maintenant que vous avez investi sur tous ces outils, de travailler sur le fait de comment on va faire pour les connecter entre eux. Une fois qu'ils seront connectés, ça va permettre justement de pouvoir piloter par la donnée qui en découle et donc du coup d'obtenir un retour sur investissement de toute cette brique digitale bien meilleure que ce que vous avez aujourd'hui. Pouvoir industrialiser aussi via l'IA l'utilisation justement de cette donnée et aussi pouvoir permettre au réseau, à votre réseau et aux franchisés, etc., d'avoir des outils IA qui vous permettent de générer plus de contenu s'ils ont besoin pour faire des posts sur les réseaux sociaux, si c'est à eux de le faire, et plein d'autres cas d'application, cas d'usage. Pour moi, le juridique reste un possible prochain cas d'usage d'IA. Et il ne faut pas... je vais tourner ça différemment. Aujourd'hui, de toute façon, l'IA est là, arrive. Sur le juridique, on a par exemple Claude Légal qui est arrivé. D'ailleurs, Laurent, tu m'avais envoyé ça en début d'année. Ça a drastiquement changé la donne pour toutes les directions juridiques sur la manière dont elles interagissent sur des cas, en fait, comment je peux améliorer mon contrat, des choses comme ça. De toute façon, ça arrive. Si on utilise ça comme exemple, je pense qu'il vaut mieux embrasser ce changement, ce virage qui arrive, savoir comment on peut l'utiliser à l'avantage de son réseau, plutôt que de fermer les yeux dessus et puis de se retrouver dans 5 ans un peu en retard là-dessus. C'est ce qui s'est passé avec le digital et c'est ce qu'on cherche à combler aujourd'hui dans le secteur de la franchise pour certains réseaux. Donc voilà. Et puis bien sûr, faut pas être déconnecté, on va dire, du terrain. Donc justement, trouver un moyen de bien connecter tout ça avec la réalité du terrain et puis embarquer vos franchisés dans tout ça. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ce qui va se passer dans les 12 prochains mois pour l'année prochaine. Et peut-être que Julien, Agathe, Justine pourraient y rebondir là-dessus, dire ce que vous en pensez, parce que vous êtes encore mieux placé que moi pour en parler, puisque vous êtes quand même du terrain plus que moi. Donc voilà, je laisse la parole si vous voulez rajouter un petit quelque chose. Oui, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Après, il y a aussi forcément un petit peu d'appréhension justement par rapport à ce que disait Agathe. Dès qu'on va toucher sur des sujets plus juridiques, plus de droit, pour le coup, on n'a pas du tout envie que ça termine n'importe où. Et ça fait partie des sujets à éclaircir, mais éclaircir pour nous en tout cas. Hein. Et après, oui, c'est sûr que l'IA est là et qu'il faut s'en servir. Donc, c'est comme le digital à l'époque, une habitude à prendre et une transformation un peu globale possible. Ok. Et de mon côté, je rejoins ce que vient de dire Julien et ce que tu as dit aussi, Mehdi. Je pense qu'aujourd'hui, on est frileux parce qu'on ne connaît pas et que c'est un peu flou pour nous, l'IA. En tout cas, moi, de mon côté, je fais partie de ces gens-là. Il y a beaucoup de formations qui sont disponibles pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment l'utiliser le mieux possible et en faisant le moins de bêtises possible. Et je pense qu'en fait, la première reco, c'est déjà de se former parce que tant qu'on n'est pas formé, en fait, on va juste croire ce qu'on nous dit et peut-être qu'il faut savoir ce qu'on fait. Et en tout cas, moi, je commencerai par m'y intéresser un peu plus avant d'avancer moi-même sur des sujets juridiques ou autres qui sont liés à l'IA, quoi, je pense.
Bien évidemment. Après, j'ai bien sûr évoqué le juridique parce que c'est ce qui me concerne aujourd'hui. Oui, Mais légèrement l'IA, biaisé, Mehdi, légèrement biaisé. ouais. Et l'objectif de ce webinaire n'est pas nécessairement de faire la promotion de ça, mais c'est quand même l'exemple concret que je voulais donner que, par exemple, aujourd'hui, on peut piloter des campagnes. Si je reprends l'exemple d'Everfruit, un réseau se constitue de plein de verticales. En fait, il y a le développement du réseau, donc ça passe par quoi? Par le marketing digital et les campagnes d'acquisition de franchisés, par exemple. Ça passe par le juridique, ça passe par la comptabilité, ça passe par ci, ça passe par ça. Et aujourd'hui, sur chacune des verticales que j'évoque là, il y a effectivement l'IA qui peut avoir des cas d'usage applicables, en fait. Et ça peut faire peur au début, par exemple, confier. Moi, j'ai connecté Penny Lane avec, c'est un outil de comptabilité, avec d'autres outils, etc. J'ai donné l'accès à fond à l'IA. Ça peut faire peur. Mais quand je vois ce que ça me fait au quotidien, ça me fait des tableaux, ça me fait mes réconciliations de factures, etc. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Voilà. Et je pense que il faut encore du temps pour s'y habituer. Il faut pas non plus tomber dans le panneau où elle fait tout pour nous, l'IA. Au contraire. Il faut vraiment l'utiliser comme outil pour nous permettre d'aller plus vite sur certaines tâches qui sont chronophages, etc. Ah ouais. Et voilà. Petite question rapide pour Julien. Tu parlais d'IA pour l'animation. Via quel outil? C'est via Circa directement ou il y a autre chose? Julien? Ouais. T'entends pas, le micro est coupé. Il a mis son micro, ouais. Pardon. Je disais, nous, c'est l'IA qui est intégrée à Circa directement. Donc, on n'a pas trop cherché à creuser. Et ce qui nous rassure justement là-dedans, c'est que ce soit tout cloisonné par rapport à ce qui est sur Circa directement. Ouais. Ok. Circa, CERCA. Voilà. Du coup, en synthèse, sur les trois points à retenir finalement principaux, c'est le constat que effectivement l'investissement il est constant, il est même en augmentation, donc les réseaux ils y vont clairement. Que sur l'IA, grosse partie, la majorité finalement, elle l'a déjà implémenté sur des cas d'usage précis. Qui sont souvent assez soit liés au marketing, soit finalement à l'animation, au support des franchisés. On va dire que ça, c'est quand même les principaux cas d'usage. Et le troisième constat, c'est que tout le monde commence à être équipé avec pas mal d'outils, mais pouvoir commencer à les interconnecter, ça pourrait être un levier supplémentaire sans investir sur de nouveaux outils, mais déjà connecter ce qu'on a et en tirer le maximum. Ça pourrait être déjà un axe intéressant pour avancer. Après, voilà, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez s'il y a encore des questions dans le chat. Est-ce que vous avez encore des questions? Si on a des questions qui tombent, on va pouvoir y répondre. Sinon, on peut tout à fait conclure ici, si ça vous va. Je vois pas de nouvelles questions. Si, c'est le moment, hein, si vous avez même envie de réagir ou des questions plus précises. Du temps que vous le faites sur le chat, je me répète encore, mais je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui sont rendues disponibles au sein de Snappen, ici présents, Agathe, Julien, Justine, et tous les franchiseurs qui ont répondu à l'enquête. Je le redis, on va faire un tirage au sort la semaine prochaine, vous serez informés si vous avez été tiré au sort ou pas. Et pour ceux qui souhaiteraient participer pour l'année prochaine, on est preneurs, parce que ça n'a pas été si évident que ça, justement, de regrouper les 100 interviews qu'on avait. Laurent m'avait dit, il m'avait dit, t'es sûr de ton coup là? Moi j'ai dit, oui, pas de souci, t'inquiète pas, ça va le faire. Et effectivement, de faire des one-to-one, des rendez-vous en visio 1 à 1, 100, ça fait beaucoup. Ouais. Mais c'est un objectif pour la prochaine enquête parce que voilà, on a là un échantillon, c'est 40, c'est déjà pas mal, de plusieurs horizons. Mais effectivement, après, d'en avoir une centaine, c'est quand même mieux. Bien, je n'ai pas de nouvelles questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Justine, Agathe, Julien, Mehdi. Si vous avez, vous, encore des questions qui viennent après coup, ou vous voulez prolonger les échanges, n'hésitez pas à nous contacter, peut-être via LinkedIn. Je pense que c'est le plus simple. Et de toute façon, on vous envoie le replay, on vous envoie aussi pour ceux qui ont assisté le rapport, mais qui sera diffusé largement. N'hésitez pas à partager tout ça. Merci à vous tous et à bientôt. Bonne journée.